Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'intéresse à un logiciel qui est devenu tellement omniprésent qu'on en oublierait presque la question de base. Oui, la question de comment un outil gratuit, développé par une communauté, a pu devenir le moteur de toute une industrie. Exactement. On parle bien sûr d'OBS Studio. L'objectif, c'est de comprendre ce qui se cache sous le capot, mais surtout de décortiquer la philosophie qui a rendu tout ça possible. C'est la question centrale. Parce que quand on regarde les documents officiels ou le projet sur GitHub, on comprend vite que c'est pas juste un logiciel qu'on télécharge. C'est un écosystème. Ah oui. Le simple fait que tout soit public à la vue de tous, ça en dit long. Ce n'est pas une boîte noire développée en secret. Non, c'est transparent, c'est collaboratif. Et c'est ça qui définit son identité. Et cette identité, elle se traduit par une promesse très claire. Offrir un outil de capture, de composition, d'encodage, enfin la totale. Une sorte de couteau suisse de la vidéo. C'est ça. Nos tests confirment qu'il est dispo partout, que ce soit sur Windows, macOS, Linux, ce qui déjà est un signal fort. L'idée, c'est l'accessibilité pour le plus grand nombre, sans barrière technique ou financière. Absolument. Alors, commençons par le concret, le cœur de la machine. Les documents parlent de, attends, je l'ai sous les yeux, capture et mixage audio-vidéo haute performance en temps réel. Oui, c'est un peu... C'est un peu technique, mais l'idée derrière, c'est de donner à n'importe qui les moyens de devenir son propre réalisateur. C'est ça le concept de scène, non? On mélange son écran, sa webcam, une image. Exactement. Le concept de scène, c'est vraiment ce qui transforme un simple ordinateur en régie de production. Faut imaginer ça comme une toile vierge. D'accord. Sur cette toile, on ajoute des sources, une webcam dans un coin, une capture de jeu en plein écran, un logo, le chat qui défile, tout ça, ça constitue une scène. Et on peut en faire plusieurs? Un nombre illimité. C'est là que ça devient puissant. Donc, je peux avoir une scène pour l'intro avec une vidéo, une autre pour une interview avec deux webcams côte à côte, une troisième pour montrer un document, et je passe de l'une à l'autre d'un clic. Précisément. Et pas n'importe comment. On peut utiliser des transitions, des fondus classiques, mais les tests mettent en lumière une fonction très parlante, les transitions Stinger. Stinger? Ah oui, en gros, ça permet d'utiliser ton propre petit fichier vidéo comme transition. C'est ce détail qui efface la frontière entre une production amateur et ce qu'on voit à la télé. Le petit jingle animé entre deux plans. Ah oui, je vois très bien. Ça donne un rendu très pro. Voilà. Et OBS l'intègre nativement. D'accord, pour l'image, c'est clair, la flexibilité est quasi infinie. Mais souvent, le parent pauvre, c'est le son. On a toutes vu des vidéos superbes avec un son épouvantable. Qu'est-ce qu'OBS propose de ce côté-là? C'est un point essentiel, et les développeurs l'ont bien compris. OBS intègre ce qu'ils appellent un mixeur audio intuitif. Mhm. Derrière ce nom se cache une console de mixage virtuel très complète. Pour chaque source audio, ton micro, le son d'un jeu, une musique, on peut appliquer toute une chaîne de filtres. À cause du ventilateur de mon ordi, je pensais qu'il fallait que j'achète un nouveau micro à 200 €. Et c'est là que la magie opère. Il y a un filtre de suppression de bruit qui, dans bien des cas, peut résoudre ce problème en 2 clics. Ah ouais? Il y a aussi un noise gate, une porte anti-bruit. Ça coupe le micro quand tu parles pas. Donc ça élimine les petits bruits de respiration ou de clavier. Mais surtout, le point qui a vraiment attiré notre attention, c'est le support des plugins VST. VST, ça vient du monde de la musique? Non, ça sonne très pro. Tout à fait. Il faut penser aux plugins VST comme à des filtres Instagram, mais pour la voix. C'est un standard de l'industrie musicale qui existe depuis des décennies. En rendant OBS compatible, on ouvre la porte à des milliers d'outils professionnels. T'as un micro qui sonne un peu plat, un peu chambre d'ado. On connaît. En un clic, tu peux ajouter un compresseur, un égaliseur, qui va lui donner la chaleur et la profondeur d'une voix de radio. Ce pont entre la production musicale et le streaming est exceptionnel. Ça démocratise un son de qualité broadcast pour tout le monde. Gratuitement. Toute cette puissance, cette modularité, que ce soit pour l'image ou le son, c'est impressionnant. Mais ça m'amène à une autre question. Comment on pilote tout ça? Est-ce que l'interface est rigide ou est-ce qu'on peut se l'approprier? Parce qu'un outil puissant, mais inutilisable. Ne sert pas à grand-chose. C'est une excellente remarque et c'est un autre pilier de la conception d'OBS. L'interface est décrite comme modulaire, à base de panneaux qu'ils appellent des docks. Des docks. En clair, rien n'est fixe. Le panneau du mixeur audio, la liste des scènes, la prévisualisation, les contrôles, tout peut être déplacé, redimensionné et même sorti de la fenêtre principale. Ah, donc on peut le mettre sur un deuxième écran, par exemple.
Exactement. Sur un deuxième, un troisième. L'outil ne t'impose pas une façon de travailler. C'est à toi de le façonner selon tes besoins. C'est assez rare pour être souligné. C'est le principe même. Quelqu'un qui fait un simple tuto en enregistrant son écran n'a pas les mêmes besoins que celui qui gère un direct avec plusieurs caméras. C'est sûr. Le premier aura une interface minimaliste, le second pourra se créer un véritable poste de commande avec un écran pour les scènes, un autre pour l'audio. L'outil s'adapte à ton flux de travail et pas l'inverse. Et dans cette logique de contrôle, j'ai vu deux fonctionnalités qui semblent tout droit sorties d'une régie de télépro. Le mode studio et le multi-aperçu. Le mode studio, si j'ai bien compris, c'est une sorte de filet de sécurité. C'est exactement ça. Le mode studio, c'est la réponse à la plus grande peur de tout créateur en direct. Faire une erreur à l'antenne. La boulette. La boulette. Il divise l'écran en deux. À droite, la fenêtre programme, ce que le public voit. À gauche, la fenêtre prévisualisation. C'est là qu'on prépare la suite. Voilà. Tu prépares ta prochaine scène en coulisses. Tu changes un texte, tu ajustes une webcam, tu ajoutes une image. Personne ne le voit. Une fois que c'est prêt, tu cliques et la scène passe en direct, de manière fluide. C'est ce qui évite de montrer accidentellement sa boîte mail à des milliers de personnes. Voilà. OBS ne donne pas juste un outil, il donne la confiance de pouvoir expérimenter en direct sans prendre de risques. C'est fondamental. D'accord, le mode studio, c'est clair. C'est la ceinture de sécurité du streamer. Mais le multi-aperçu, honnêtement, la promesse de voir jusqu'à 24 scènes à l'écran, ça devient pas juste un mur de vignettes illisible. Qui utilise ça à part une régie pour un grand événement e-sport? C'est une question légitime. Pour un usage simple, c'est probablement excessif. Mais il faut penser aux productions plus complexes. Imagine une conférence avec plusieurs intervenants à distance, Mhm. chacun sur sa propre scène, ou un concert avec plusieurs angles de caméra. Le multi-aperçu permet au réalisateur d'avoir, d'un seul coup d'œil, une vue sur toutes ses ressources. Il peut voir l'intervenant qui se prépare, la présentation qui est prête. Et il bascule au bon moment. Instantanément. Ça transforme un PC en tour de contrôle. D'accord. Donc, on a un outil ultra puissant, personnalisable, avec des fonctions professionnelles. Mais le plus fou dans tout ça, c'est de se rappeler d'où ça vient. Ce n'est pas Adobe, Apple ou Microsoft derrière ce projet. C'est une communauté. Et ça change absolument tout. Ça change tout. Le caractère libre et open source est martelé partout et c'est pas un argument marketing, c'est l'ADN du projet. Concrètement, ça veut dire que le code source, la recette, est public sur GitHub sous une licence très permissive, la GNU GPL v2. N'importe qui peut le lire, le vérifier. Le modifier et proposer des améliorations. Donc la gratuité, c'est juste une conséquence de cette philosophie, c'est pas le but premier. C'est la transparence, la collaboration, la pérennité. D'ailleurs, le fait qu'un outil comme ça soit intégré en France au socle interministériel de logiciels libres, le SIL, Ah oui, c'est une sacrée reconnaissance. c'est une reconnaissance incroyable. Ça veut dire que l'État français lui-même le valide et le recommande pour ses administrations. C'est un gage de fiabilité et de transparence qui est colossal. C'est une belle philosophie, c'est certain. Mais si mon OBS plante en plein direct, juste avant une présentation importante, il n'y a pas de service client à appeler. Cette liberté, n'est-ce pas aussi l'abandon de toute garantie? On est un peu seul face à son problème, non? C'est le contre-argument classique et il est parfaitement valable. Il n'y a pas de support client au sens commercial du terme. Mais ce serait une erreur de croire qu'on est seul. La force de ce modèle, c'est la communauté elle-même. Il existe des forums hyperactifs, des serveurs Discord où des milliers d'utilisateurs et de développeurs s'entraident en quasi-temps réel. Souvent, un bug est identifié et corrigé par la communauté bien plus vite qu'il ne le serait par une entreprise avec ses cycles de développement lents et rigides. Donc la garantie vient de la communauté. Elle ne vient pas d'un contrat, mais de la réactivité de milliers de père-dieux qui scrutent le code. Et cette communauté, elle ne fait pas que corriger les problèmes, elle étend les capacités du logiciel. C'est de là que viennent tous les plugins. Absolument. La nature ouverte du projet a permis de créer ce qu'on appelle une API puissante. Une API, c'est une porte d'entrée laissée ouverte pour que d'autres programmes puissent interagir avec OBS. C'est une invitation en modé, voilà les clés, venez construire de nouvelles pièces. Et c'est ce qui permet cette expansion constante. C'est grâce à ça qu'on a des milliers de plugins pour des effets visuels, des intégrations avec d'autres services, des outils d'automatisation. L'outil n'est pas figé. Ce qui m'amène à une dernière chose que j'ai vue et qui m'a interpellée. On parle de projets dérivés et on cite un nom très connu, Streamlabs Desktop. Attends,
Tu es en train de dire que Streamlabs, qui est une énorme plateforme, est construit sur le travail de la communauté OBS? Je les voyais comme des concurrents. Et c'est là toute la complexité et la beauté du modèle open source. Oui, Streamlabs Desktop est ce qu'on appelle un fork d'OBS Studio. Un fork? Ils ont pris le code de base, fruit de milliers d'heures de travail bénévole, et ont bâti leur propre produit par-dessus, en y ajoutant une interface différente et des services payants. La licence le permet. D'accord. C'est une pratique qui a parfois été controversée, mais ça démontre le rôle absolument fondamental d'OBS. C'est la fondation sur laquelle une grande partie de l'écosystème du streaming s'est construite. Alors, si on fait le bilan, on n'a pas juste affaire à un bon logiciel de streaming gratuit. On a une régie de production vidéo complète, un studio de mixage audio pro, une plateforme totalement modulable, Mhm. et le tout, c'est le fruit d'un projet communautaire qui a complètement redéfini les règles du jeu. C'est la synthèse parfaite. OBS, ce n'est pas seulement l'histoire d'un logiciel qui a réussi. C'est la preuve vivante qu'un modèle de développement ouvert, transparent et collaboratif peut non seulement rivaliser avec des solutions propriétaires valant des milliers d'euros, À qui? mais qu'il peut carrément devenir la norme. La référence sur laquelle tout un secteur s'appuie. Exactement. En résumé, au cours de cette analyse, on a vu ce qu'est cet outil, comment ses fonctionnalités le rendent si puissant, et on a exploré la philosophie communautaire et ouverte qui est le véritable secret de sa réussite. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée pour la réflexion. Sachant qu'un outil d'une telle complexité technique est développé et maintenu par une communauté internationale, souvent sur la base du volontariat, qu'est-ce que ça nous dit sur l'avenir du développement de logiciels spécialisés? C'est une bonne question. Est-ce que ce modèle communautaire pourrait demain surpasser les solutions d'entreprise dans d'autres domaines tout aussi complexes comme la modélisation 3D, le montage vidéo ou la CAO? La question reste ouverte.